Que d'un homme de l'ombre, des dirigeants qui auraient puisé dans les caisses de la compagnie où sont passés les milliards d'elfes. Deuxième partie maintenant de ce document, une deuxième partie au cours de laquelle apparaissent les principaux acteurs de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Estimation, environ 3 milliards de francs auraient été détournés de la caisse de Elf entre 1989 et 1993. Mais cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Qui en a profité? Par quels circuits confidentiels, voire secrets, ont transité virements et valises de billets? Je vous propose de voir tout de suite la seconde partie de ce document. L'homme n'a rien à déclarer, et pourtant, c'est bien lui qui est au cœur du secret de Elf. Alfred Sirvin, cadre supérieur de Elf, est arrêté après 20 mois de cavale. À en croire les juges, il aurait contribué à détourner plus d'1 milliard de francs dans les caisses de la compagnie pétrolière. Je n'ai rien à déclarer, la vie c'est la vie. C'est his life. C'est l'homme qui ne craque pas. En même temps que M. Sirvin, ils sont plus de 40 à être poursuivis par la justice, soupçonnés de s'être enrichis sans justification. Des hommes d'affaires, des avocats ou des cadres de la compagnie, rien que du beau linge. Parmi eux, filmé ici le 20 septembre 1999, le milliardaire André Guelfi, le jour où il peste contre un juge suisse qui veut le mettre en prison. Je suis emmerdé parce que, comme vous le savez, le juge Perrodin m'a fait un mandat d'arrêt international qui m'a stupéfait et surpris. Alors évidemment, ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de me faire pigeonner comme un con à la police, à la frontière. C'est la grande gueule de l'histoire. Et puis, il y a André Tarallo, le monsieur Afrique de la compagnie. La justice le soupçonne d'avoir touché indûment 600 millions de francs. Il a payé 10 millions de caution pour ne pas aller en prison. C'est l'homme le plus cher de l'histoire. Tout en haut de la fiche judiciaire, enfin, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG de l'entreprise. Grand Manitou de l'arnaque pour les uns, simple bouc émissaire pour d'autres. Il ne sait même plus combien de fois il est mis en examen. Oui. De temps en temps, je suis à 13, de temps en temps, je suis à 26. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il en est à 33 mises en examen et 172 jours derrière les murs de la prison de la Santé, entre juillet et décembre 1996. Tout cela parce que la gestion des milliards d'elfes a totalement dérapé. Chaque fois que l'entreprise a versé des commissions pour avoir des contrats pétroliers à l'étranger, une partie de l'argent a disparu. C'est ce qu'on appelle alors une rétrocommission. Le meilleur exemple, c'est l'opération menée avec André Guelfi. Pour obtenir ses champs pétroliers au Venezuela, Elf avait débloqué une somme de 20 millions de dollars destinée à motiver le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez. Seulement voilà, tout l'argent versé n'a pas atterri en Amérique du Sud. Selon ce document fourni au juge par André Guelfi, sur 20 millions de dollars, seulement la moitié, 10 millions, ont été aux Vénézuéliens. Elf a payé 10 millions de dollars de trop, puisque les 10 millions de dollars qui vont aux Vénézuéliens étaient prévus, les 10 millions de dollars qui vont ailleurs n'étaient pas prévus. Et donc Elf a effectivement payé 10 millions de dollars de trop. De trop, pas pour tout le monde. Selon ces bordereaux bancaires conservés par M. Guelfi, 2,5 millions de dollars ont filé sur un compte bancaire en Suisse, géré par André Tarallo, le compte TARU Colette, du prénom de sa femme. Et 5 millions de dollars rejoignent un compte géré par Alfred Sirvin. Sur les 2,5 millions de dollars restants, André Guelfi affirme avoir payé ses frais et remis le solde à un tiers dont il a perdu le souvenir, en liquide, au guichet d'une banque à Genève. C'est vous qui l'avez remis en espèces? Oui, évidemment. J'ai retiré en espèces, j'ai remis la différence. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Je ne m'en rappelle plus. Je vous dis la vérité, on l'a mis sous enveloppe avec un nom. J'ai dit à la banque, monsieur Intel va venir la chercher. Il y avait une somme importante dedans? Il y avait de l'or entre 600 et 800 000 dollars. Dans une enveloppe? Ouais. Ah ben c'est rien du tout ça. C'est rien, mais ça fait tout de même 5 millions de francs. Soupçonnés d'avoir touché de l'argent sans justification, messieurs Tarallo et Sirvin ont été mis en examen, leur PDG aussi, pour avoir laissé faire. Pourtant, à en croire Loïc Le Floch, ces manipulations étaient monnaie courante. Derrière le système des commissions se cachaient des millions de francs de fuite, dans toutes les directions. Il y a de l'argent qui va aux destinataires finaux qui apparaissent. Dans les pays pétroliers, par exemple. Pétroliers. Et puis, de tout temps, il a été évident pour le président de la République comme pour les autres que
il y avait des sommes qui allaient à des destinataires finaux qui n'étaient pas ceux-là. Mais je m'en fiche, parce que c'est des sommes qui sont ridicules par rapport à la marge de l'entreprise. Selon les juges, ces fuites dépasseraient plusieurs dizaines de millions de francs par an. Ridicule. Question d'appréciation. Des millions en tous les cas avec lesquels certains cadres de l'entreprise sont soupçonnés de s'être bâtis un joli patrimoine. Le plus célèbre, c'est André Tarallo. Certes, il gagnait bien sa vie, environ 140 000 francs par mois, mais son train de vie était sans rapport. Il s'est bâti cette villa pharaonique en Corse, considérée comme une des plus belles de l'île, estimée à 80 millions de francs. André Tarallo affirme l'avoir payée avec ses honoraires de conseiller auprès de présidents africains. Plus traditionnel, Alfred Sirvin a préféré investir dans l'ancien, à 200 km de Paris. Nous sommes en Touraine. Cette porte est classée monument historique. Le château est 16e siècle. Achat plus travaux, Alfred Sirvin en a eu pour environ 15 millions de francs. Une amie des nouveaux propriétaires, un couple d'Américains, a accepté de nous faire visiter. Alors voilà le salon. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Regardez comme c'est clair, malgré le temps qui n'est pas extraordinaire. Regardez Alfred Sirvin a rénové son pied-à-terre jusque dans les moindres détails. la poignée d'ouverture. Avec 9 chambres, 3 salons, l'intérieur est classique, il n'y a plus de meubles, ils ont été saisis. Mais l'état des lieux est impeccable, on y trouve même un luxe inhabituel dans ce genre de château. Ah, bah. Enfin, je crois, hein. Ou un sauna, oui. Le châtelain n'a rien négligé, les travaux de rénovation, on les voit. Cette charpente a été entièrement refaite à neuf. Il serait Moyen-Âge 16e. Mais c'est à l'extérieur qu'on peut le mieux mesurer les travaux engagés. Voilà l'orangerie, rénovée, la piscine, de 25 mètres, et ces bananiers vraisemblablement irrigués par de l'eau chaude. J'ai jamais vu un bananier aussi grand dans la région. Il y en a quelques-uns, ça doit être une mode, mais à ce point... Alfred Sirvin n'a pas regardé à la dépense non plus pour donner libre cours à sa passion, les roses. Cette roseraie compterait 4000 pieds de fleurs, dont certains apportés du Japon. Ça va de la toute petite rose comme celle-ci, on en voit encore quelques-unes, aux roses superbes saumon, comme celle-ci. C'est le jardin d'un véritable amateur de roses. Ah, sûrement, oui. Dernière passion apparente de notre homme, les arbres. Il en a planté plusieurs dizaines sur les 2 hectares du parc. Monsieur Sirvin n'aimait pas attendre, dans le village on s'en souvient encore. Sa plus proche voisine a tout vu. Mais une grande partie de ce qu'il y a dans le parc ont été plantés comme ça, tout entier, hein, des machins qui faisaient 8-10 mètres de haut. Fallait pelles, des tractopelles et grues pour pouvoir les planter. Hein. Les arbres? Oui. Des grues? Oui. Vous avez vu des grues là? Oui, il y avait une grue. Et même, c'était un peu spectaculaire parce qu'on passait des arbres par-dessus les fils électriques. Hein. Il faut dire que pendant 30 ans, chez Elf, on a eu l'argent facile. Autour de la table du conseil de direction, les PDG successifs et une partie de leurs principaux collaborateurs pouvaient avoir accès à une caisse d'argent liquide pour faciliter leurs relations d'affaires. Au noir, en toute simplicité, comme les ministres ont des fonds spéciaux. Moi, ça représentait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs par an et de l'ordre de grandeur de 1 million par an. Et combien de collaborateurs avaient à votre connaissance des fonds spéciaux? Normalement, il y en avait une dizaine. Difficile de savoir exactement de combien disposait chacun des hauts cadres de l'entreprise. En tous les cas, les mécanismes étaient très simples. Nous avons pu retrouver traces d'argent liquide retiré par M. Tarallo, ici à l'image, au guichet d'une banque gérée par Elf. C'est un chèque de 839 000 francs, le 11 juillet 1990, prélevé sur le compte d'une filiale étrangère, à moi-même. Ça sert à faire en sorte que de temps en temps, il y ait de l'huile dans les rouages sur telle ou telle affaire. Voilà. Et que ce se fasse de manière élégante. Faire un
cadeau, par exemple. Absolument. Offrir un dîner. Partir en voyage. C'est ça. Offrir un costume. Ça peut en faire partie. Ah bah bien sûr, oui. Le problème, c'est que verser ainsi de l'argent au noir, c'est illégal. Alors, tout était organisé à l'étranger, depuis la Suisse, loin des regards du fisc, des contrôleurs publics de toutes sortes, et loin des juges. Jusqu'à sa fusion avec Total, Elf avait sur les bords du lac Léman à Genève une demi-douzaine de filiales et un labyrinthe de circuits financiers secrets. Tout commence dans cet immeuble, à 2 pas de l'aéroport de Genève-Pointrin. Une fois le pétrole extrait en Afrique ou ailleurs, c'est depuis ces bureaux qu'il est vendu dans le monde entier. Les commerciaux, ce qu'on appelle des traders, on les trouve au 4e étage, chez Elf Trading. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, il faut se contenter d'images d'archives. Ces jeunes gens, derrière leurs ordinateurs, négocient les cargaisons de pétrole au téléphone, une activité très profitable. Ça gagne de 800 millions à 1 milliard par an pour une société qui fait quelques centaines de personnes. Une partie de ces profits ont alimenté une trésorerie commune à toutes les filiales d'Elf. Ça se passait 2 étages en dessous, au bout du couloir. La trésorerie, la voici, elle ne s'appelle pas Elf, mais Rive-Union. Lorsque nous y sommes allés, les bureaux étaient en plein déménagement. Bonjour madame, je suis Denis Boutelier, vous vous souvenez, je vous ai appelé au téléphone il y a 2 jours. Vous savez, je suis un journaliste de M6. Oh là là. Ici, on n'aime pas beaucoup les journalistes et pour cause, le lieu est extrêmement sensible. On est là au cœur d'une des principales caisses noires de Elf. En 1991, par exemple, selon un cadre financier, près de 800 millions de commissions auraient été payées depuis ces bureaux, sur ordre des dirigeants de Paris. Une sorte de trésor dans lequel certains dirigeants ont puisé depuis 30 ans, presque comme dans un coffre à jouets. Ce trésor repart soit vers les filiales lorsqu'on en a besoin, soit vers des commissions versées à un certain nombre de gens sur ordre oral de Paris. Sur ordre oral. Oral de Paris. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de ces... Il n'y a pas de trace. Qu'est-ce que ça peut être un ordre oral de commission? Verser 15 millions de dollars au compte 00045 4002 à la banque, à l'International Banque, voilà. Bon, voilà. En échange de tel service? Non, 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 non. En échange d'une facture? Non, non. Non. Sur justification? Hein? Ces versements secrets ont été utilisés selon l'enquête des juges par des cadres d'Elf, mais pas seulement. Selon Loïc Le Floch-Prigent, dès sa création par le général de Gaulle, Elf a été conçu aussi pour apporter un complément de financement aux partis politiques à Paris. Car la politique, ça coûte cher, et les cotisations des militants ne suffisent pas toujours. Il aura fallu 7 ans d'enquête judiciaire dans ces bureaux du palais de justice pour qu'un des patrons d'Elf l'affirme noir sur blanc, André Tarallo, que l'on voit ici quitter le cabinet du juge. C'était il y a 6 semaines, le 17 octobre 2001. L'homme assure que lui-même ne s'occupait pas de ce sujet, mais il confirme. Question du juge. La société Elf a-t-elle été utilisée pour des financements politiques? Réponse de M. Tarallo. Je savais bien qu'il existait des financements politiques français effectués par Elf. C'était l'affaire des présidents d'Elf. Avec l'arrivée de M. Sirvin, c'est lui qui était chargé du financement politique. Et à la question, M. Sirvin a-t-il évoqué devant vous le nom des formations politiques ou des hommes politiques bénéficiaires? Il a évoqué une distribution à tous les partis politiques. Sans parler de financement politique, M. Le Floch-Prigent assure que les dirigeants d'Elf ont toujours eu des liens étroits avec le pouvoir. C'est la première chose qui l'a frappé à son arrivée dans l'entreprise. Il le raconte à sa manière. Tout le monde est très politisé dans la boîte. Donc le directeur financier, il arrive le premier jour, il dit « Moi je suis membre du club Perspective et Réalité avec monsieur Lamassoure. » Le secrétaire général du groupe, Adas Lebel, il vient me voir en disant « Vous savez, je suis un très proche collaborateur de monsieur Barre, et je m'entends très bien avec monsieur Barre, je le vois souvent. » Je dis « Je suis content de le savoir. » Monsieur Tarallo, il vient me voir en disant « Vous savez, j'étais à l'ENA avec Chirac, je connais très bien Chirac, et je connais beaucoup l'entourage de Chirac. » C'est parfait. Pour moi, c'est à chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Je dis, mais
Bon, puis à la fin, j'en ai marre de me faire piquer, par conséquent, je laisse les pierres s'en y retourner. Des cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ayant des relations dans le monde politique. C'est très courant, à droite comme à gauche. Qui je suis, d'ailleurs. Ce qu'oublie de dire M. Le Floch-Prigent, c'est qu'il est devenu président d'ELF grâce à un homme, et pas n'importe lequel. 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme quelques mois plus tard Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'ELF. À travers des documents fournis plus tard à la justice, on découvre que ELF a rendu des services à la famille politique du président. Et d'abord en embauchant plusieurs personnes réputées proches de l'homme au pouvoir. Éric Guébali, par exemple, ancien secrétaire général de SOS Racisme, un mouvement proche de François Mitterrand. Il a aussi été salarié d'ELF en Suisse, 15 000 francs par mois. On trouve aussi la petite amie du ministre Roland Dumas, Christine de Viéjoncourt, 47 000 francs mensuels. Ou encore la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, Evelyne Duval. En 1993, la secrétaire cherche à se recaser. Elle se fait embaucher chez ELF, toujours en Suisse. 15 000 francs par mois, elle aussi. Plus étonnant, la compagnie pétrolière finance un festival de théâtre en Corse. Malgré des acteurs de renom, la manifestation est modeste, la subvention l'est beaucoup moins. ELF amène près des 3/4 du budget. Il faut un petit peu de temps pour installer un festival. Le festival est organisé par une association, La Colombe, présidée par cette dame, Jacqueline Franjou. L'argent vient, lui, d'un compte secret à Zurich, en Suisse. Cette note, datée de 1996, l'indique. Elle est signée d'un des directeurs financiers et adressée à un avocat suisse d'ELF. J'aimerais que par débit de ton compte, tu fasses transférer 900 000 francs en faveur de l'association La Colombe. Coïncidence ou pas, il se trouve que Jacqueline Franjou est très liée elle aussi à la Galaxie Mitterrand, chargée de mission auprès de Dominique Strauss-Kahn entre 1991 et 1993. Mais pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole, ELF est capable d'engager des sommes bien plus importantes encore. Le meilleur exemple, c'est l'histoire du journal Globe. Un magazine clairement pro-tonton, comme en témoigne cette une, parue en 1988. Il est dirigé par le journaliste branché Georges-Marc Benamou et financé par Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, familier de Mitterrand et de Le Floch-Prigent. Problème en 1992, le journal est en faillite. De nouvelles élections approchent et Globe a besoin d'argent. Après quelques mois d'arrêt, le journal reparaît pourtant, comme par miracle. Globe mensuel disparaissait les kiosques au printemps dernier, faute de lecteurs. Alors question, avec quel argent Globe Hebdo paraît-il aujourd'hui? L'argent d'un financier important qui est notre associé depuis 7 ans, Pierre Berger, l'argent de 2 sociétés de capital risque et d'une banque privée. Ce qu'oublie de dire M. Benamou, c'est que le tiers de l'investissement, 20 millions, officiellement amené par une société de capital risque, Union Normand d'Investissement, vient en fait d'ELF. Les salariés n'en savaient rien, mais ce document interne de la filiale suisse ELF Aquitaine International, estampillé personnel et confidentiel, titré Opération Globe, le confirme. ELF Aquitaine International s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 millions de francs. Interrogé par nos soins, Georges-Marc Benamou ne se souvient de rien et nous a adressé à Pierre Berger, qui nous a lui-même renvoyé à Benamou. Comment une société comme ELF peut-elle justifier de dépenser autant d'argent sans aucune justification économique apparente? Pour l'ancien patron de la compagnie, la question apparemment ne se pose même pas. Depuis 30 ans, tout le monde est content. Quel est le prix payé par ELF pour que tout le monde soit content? C'est marginal par rapport au chiffre d'affaires d'ELF, mais tout le monde est content. Ça représente combien? On est en train de raisonner sur quelques dizaines de millions de francs, voilà. Le PDG ne nous en dira pas plus. Impossible de chiffrer avec précision l'argent injecté par ELF dans la sphère politique. D'autant que l'argent des commissions pétrolières est revenu à Paris aussi par un autre chemin. Il arrive directement des chefs d'État d'Afrique dans la vie publique française, sans passer par ELF. C'est ce qu'affirme un des principaux acteurs de l'ombre de la politique franco-africaine depuis 40 ans, l'ambassadeur Maurice Robert, 82 ans, 47 ans d'Afrique, un homme qui connaît bien son monde. Alors ça, c'est la visite officielle de Bongo
Et nous allons accueillir Bongo, vous voyez, alors il y a le président Giscard, Madame Giscard, ça c'est le chef du protocole, et puis là, bon, je suis derrière, bien sûr, l'ambassadeur de France se devait d'être présent. Ambassadeur de France au Gabon pendant 2 ans, mais aussi grand officier de la Légion d'honneur, conseiller de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, colonel en retraite, ancien chef des services secrets en Afrique, 9 ans chez Elf. Il est encore conseiller de Total Fina Elf et des présidents du Congo et du Gabon. Pour lui, l'argent des Africains a bien arrosé les partis politiques français, des communistes à l'extrême droite. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence, justement, de financer tout le monde. Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. C'est-à-dire tout le monde tous les partis. Pour les Africains, c'est même un secret de polichinelle. Jean-Jacques Yambi Opango dirige un mouvement politique congolais. C'est surtout le fils d'un ancien chef d'État du Congo, Joachim Yambi Opango, ici en photo avec lui. Familier d'Omar Bongo, de Denis Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba, le fils a vu défiler en Afrique de nombreux responsables français. Quand un responsable politique français vient en Afrique de manière officielle, qu'il est heureux de son voyage, il n'y va pas pour les beaux yeux des différents chefs d'État où soi-disant ils sont super frères. Non, ça n'existe pas, ça en politique, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors il vient pourquoi? Ils viennent pour prendre du pognon. À ce jour, aucun financement précis n'a été démontré. Mais le président gabonais Omar Bongo, que l'on voit ici à l'image, ne s'en cache pas. Dans un livre récent, il admet qu'il a aidé financièrement ses amis politiques français, avec l'argent des commissions pétrolières. Le président Bongo, comme beaucoup d'autres présidents africains, a un besoin impératif du soutien des dirigeants français pour rester au pouvoir. Et selon l'ambassadeur Robert, ce soutien a une contrepartie très concrète. Ça se passait comment? Ah, alors ça, je pense pas que ça se passe par chèque ou... c'est des valises, quoi, qui circulent. Des valises d'argent. Dans ces milieux-là, vous avez l'impression d'être chez les Martiens, mais ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire? Comme je vous le dis. On peut se voir ensemble, on est gros responsables, et bien comme dans un business, allez, on s'échange une mallette, terminé. Et il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces mallettes. Mais bien sûr. Mais dans une mallette, je peux vous garantir qu'on peut mettre beaucoup de billets de 500 francs. Vous pouvez nous le garantir parce que vous l'avez déjà vu. On peut mettre beaucoup de billets de 500 francs dans une mallette. Et les mallettes, ça ne laisse pas de traces. Elles n'apparaissent nulle part dans les comptes officiels des partis politiques français. Alors, les relations entre les chefs d'État africains et les hommes politiques, beaucoup l'évoquent, mais peu en parlent avec précision. Si l'argent liquide, effectivement, laisse peu de traces, il y a malgré tout parfois des gens qui parlent. Alors, si tous les partis politiques semblent avoir été financés par Elf, comme cela a été montré dans ce reportage, dans la deuxième partie de ce document, Denis Boutelier a remonté l'une des pistes à partir d'un courrier qui l'a particulièrement intrigué. Les relations financières entre les chefs d'État africains et la France, beaucoup en parlent, bien peu les évoquent avec précision. Nous avons été rencontrer un ancien président du Congo en exil, Pascal Lissouba, pendant 10 ans un acteur de premier plan des relations franco-africaines. Souveraineté de mon État. Nous avions été intrigués par un courrier qu'il a adressé à Jacques Toubon, ancien ministre et figure du RPR. Ça vous dit quelque chose? Lui, il n'avait pas de... Oui, non, mais c'était les affaires du Congo. Cette lettre, la voici. Elle date du 17 avril 1999. À l'époque, l'ancien président a été chassé du pouvoir et il a dû fuir son pays pour vivre à Londres. Dans cette lettre, il dénonce certains responsables français qui, dit-il, l'ont abandonné. Je juge utile et nécessaire que vous interveniez aujourd'hui pour mettre fin à ce scandale qui se découle dans l'impunité. L'ex-président veut revenir au pouvoir dans son pays et il appelle à l'aide à Paris Jacques Toubon. Monsieur Toubon, c'est un de vos amis, c'est quelqu'un que vous connaissez? Comment ça se passe? C'est quelqu'un que je connais, oui, bien sûr. C'est un de vos amis? Je peux le dire comme cela et je pense qu'il ne sera pas offusqué. Un chef d'État déchu appelle au secours, jusque-là rien de surprenant. Si cette lettre a excité notre curiosité, c'est qu'elle se termine sur une phrase sibylle. Lisez la dernière phrase, s'il vous plaît. Je crois pour ma part avoir été votre ami fidèle et l'avoir démontré assez concrètement
par l'intermédiaire de M. Bourgi. Que signifie cette dernière phrase du président? Quelles sont les marques d'amitié qu'il évoque? Que signifie assez concrètement? Et qui est cet intermédiaire, M. Bourgi, dont le nom est cité plusieurs fois dans le document? Voici une des rares images du personnage, à gauche de l'écran, aux côtés du président zaïrois Mobutu. C'est un avocat parisien. Sa spécialité, faire du lobbying pour le compte de chefs d'État africains, leur ouvrir les portes du monde politique parisien et même gérer certaines de leurs affaires personnelles. Il a travaillé pendant plus de 3 ans avec la directrice de cabinet du président Lissouba, Claudine Munari. Il a même eu avec elle un contrat de conseil officiel pendant 6 mois. Oui, je connais Robert Bourgi, oui. Alors, qui c'était? Dans quelles circonstances vous étiez amené à le rencontrer? Écoutez, M. Robert Bourgi il est avocat de métier, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans, comment dirais-je, le suivi de nos relations françaises, par exemple. L'atout maître de Robert Bourgi, c'est son carnet d'adresses, ses nombreuses relations politiques, surtout à droite, en particulier avec Jacques Toubon. Salut, Christian. Les deux hommes militent notamment au sein du Club 89, une association animée par Jacques Toubon pour soutenir Jacques Chirac. Une association influente, lors d'une réunion en septembre dernier à l'hôtel Royal Monceau, Jacques Toubon avait réuni presque tous les amis de Jacques Chirac. Alain Juppé qui allait démarrer. Monsieur Bourgi n'y était pas, il était en voyage ce jour-là. Le Club 89 est un laboratoire d'idées. D'avoir et d'exprimer les idées. Robert Bourgi est un homme de réseau. Mais selon l'ambassadeur Maurice Robert, longtemps membre influent de ce même Club 89, il a aussi transporté de l'argent pour le compte de partis politiques. Cela lui aurait valu une déconvenue à l'aéroport de Roissy, il y a 3 ans. Je sais qu'un Français a été arrêté avec une grosse somme d'argent à l'aéroport, qui manifestement était de l'argent destiné des partis, je ne sais pas. Hein. C'était M. Robert Bourgi. Ah oui, je ne voulais pas le citer, mais c'est bien lui, oui. Un épisode qui semble concorder avec une information relatée dans Le Monde du 9 décembre 1998. L'intervention d'un homme porteur d'une mallette contenant une très importante somme d'argent liquide. Il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon et qu'ils étaient destinés au Club 89. Selon Le Monde, cette affaire n'a pas eu de suite. Alors, ce témoignage d'amitié dont parlait le président Lissouba dans sa lettre à Jacques Toubon, s'agissait-il d'argent? Nous avons posé la question à l'ex-président congolais. Il dément en avoir versé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tricher ou qui peut corrompre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là mon rôle, ce n'est pas là mon jeu à moi. Nous avons posé la même question à Jacques Toubon. Il dément lui aussi. Il vous a rendu plein de services par l'intermédiaire de M. Bourgi et il aimerait bien que vous lui renvoyiez l'ascenseur, si je comprends bien ce qu'il dit dans sa lettre. Robert Bourgi était le délégué des clubs 89 pendant plusieurs années pour les clubs africains. Il faisait partie de notre délégation des clubs affiliés et c'est pour ça qu'il avait des relations avec